Bienvenue à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir pour une émission consacrée aux associations à l'occasion du Forum des associations de la ville d'Arles. Le sujet de ce premier plateau s'intitule « Créer une association, dérouler et conseil ». Et avant de vous présenter nos invités sur ce plateau, que j'ai le plaisir d'accueillir, je voudrais vous rappeler quelques chiffres pour contextualiser les associations en France. En 2021, on recensait 1,7 million d'associations actives sur le territoire, 23 millions de bénévoles, 132 000 volontaires en service civique et 1,7 million de salariés. Le tissu associatif en France est donc très dense, parmi lesquels on compte autant d'associations sportives que caritatives ou encore culturelles. Pour recentrer sur Arles, il s'agit de 600 associations, dont 160 qui font partie de ce forum aujourd'hui. Et donc, il n'était malheureusement pas possible d'accueillir toutes les associations sur ce plateau, mais nous en avons sélectionné quelques-unes. Lauriane André, bonjour, vous êtes coordinatrice de l'association Parade. Oui, bonjour. Et Gérard Legrand, vous êtes intervenant à la MDVA d'Arles et aussi dans d'autres villes de la région. Et puis d'autres villes dont Marseille, Martigues, Arles, donc. Hein. Exactement. Et puis Aix-en-Provence, ces dernières années, mais actuellement Aix-en-Provence, il n'y a plus de vie associative. Donc voilà. Donc, on va commencer par une petite révision d'histoire avec vous, Monsieur Legrand. C'est quoi exactement la liberté de s'associer en France depuis la loi de 1901 ? Alors je dirais que bien avant la loi de 1901, c'est-à-dire depuis à peu près le Moyen-Âge, il y avait énormément d'associations qui s'appelaient Fraternité, différents noms à ce moment-là. Et en 1901, donc, il a été décidé, par rapport, je dirais, à tout ce qui se passait, à mettre en place une législation, de telle façon que les gens qui s'organisent en association, donc une association au démarrage, ce sont 2 personnes minimum, qui décident de se regrouper pour mettre en place, développer une activité à but non lucratif. Bon. Et à ce moment-là, en sachant que n'importe qui peut créer une association, donc il y a énormément d'associations à ce moment-là, mais à partir du moment qu'on veut que l'association ait une reconnaissance avec, à ce moment-là, au niveau moral et par rapport, je dirais, à son activité caractère social, on demande à ce moment-là une déclaration en préfecture, au journal officiel, et à ce moment-là, l'association est déclarée en tant que personne morale, ce qui lui permet à ce moment-là d'ouvrir un compte en banque, bien sûr de s'assurer, et d'avoir des activités en lien avec les collectivités locales aussi. Ouais. Voilà, je ne sais pas si je suis très clair, mais... Si, très bien. Ouais. Vous avez répondu aussi en partie, mais les démarches pour créer une association, est-ce que, selon vous, ont évolué dans le temps où finalement on est resté avec des démarches administratives qui sont proches de l'époque disons qu'au niveau administratif, les démarches qui ont évolué, c'est par rapport au numérique. Avant, il suffisait sur papier d'établir, donc à ce moment-là, faire une assemblée générale constitutive, d'établir des statuts, toujours, de toute façon, et puis ensuite déposer les statuts à ce moment-là à la préfecture du lieu où on institue le siège social. Bon. Avec le numérique, maintenant, tout est basé sur Internet, à ce moment-là. Ce qui pose problème par rapport à certaines associations qui ne sont pas équipées aussi. Donc là, surtout dans les vastes campagnes. Voilà. Mais sinon, il suffit à ce moment-là de faire une assemblée générale constitutive, les statuts, déposer les statuts, et ensuite les statuts, quand ils sont déposés, ont valeur de loi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, à partir du moment que vous respectez l'objet de l'association, personne ne peut vous dire que vous n'avez pas le droit de faire ceci ou cela. Par rapport au numérique, justement, est-ce qu'il y a eu des formations qui ont été données aux présidents, aux membres des associations comme ça, quand elles manquaient d'expérience, pour faciliter les démarches ? Alors, au sein des maisons des associations, oui. Notamment avec le RMA, qui est donc à ce moment-là le regroupement national des associations, à ce moment-là, qui a mis en place à ce moment-là des structures
ça, de telle façon à ce que les membres, je dirais les responsables des associations, soient formés par rapport au numérique. Hein. Donc si on prend, mettons, alors sur Arles, à la maison des associations d'Arles, là je ne sais pas ce qui est actuellement en place, hein, mais je sais que sur Marseille, maintenant, il y a une personne qui est au service des associations, à la Cité des associations, par rapport au numérique. Comme ça. Là. Très bien. Alors, on espère que ça va aider beaucoup de personnes aussi. Oui, mais en considérant toujours que le numérique, c'est un moyen, c'est un service. Oui. Hein, non pas une fin en soi. Exactement. Ouais. Lauriane, l'association Parade a été créée en 2021, c'est exact? Oui. Et a pour mission, je cite, d'animer les acteurs et initiatives d'action sociale et solidaire sur le territoire arlésien en pleine transformation. Pouvez-vous nous donner votre retour d'expérience après 1 an de création? Oui, avec plaisir. En fait, le projet, il remonte à quelques mois avant la création de l'association. Les statuts et l'AG constitutive se sont déroulés l'été dernier, mais en réalité, le projet il a été pensé bien en amont, en 2018, en réalisant qu'il y avait un manque au niveau du rassemblement des associations pour créer des projets communs, pour communiquer. Donc nous, on a voulu agir par rapport à ça. Et la bâtisse a été rénovée juste après le premier confinement. Donc le temps que la bâtisse se rénove, qu'on trouve tous les acteurs qui voulaient rejoindre le projet, ça a pris un certain temps. Et après, l'association a vu le jour pour pallier à toutes ces questions juridiques et pour avoir un référent sur ce projet pour la gestion de l'espace, pour la communication et pour aller chercher des membres et générer des projets communs. Et quels sont ces types d'acteurs Alors, on a 6 résidents dans notre association qui sont hébergés, on va dire, et qui travaillent au quotidien. Donc, on a Merci Mercredi, qui est une créatrice de contenu pédagogique écologique. On a une psychologue qui s'appelle Alia Itoshan. On a Petit à Petit, qui est une association de coopération arlésienne bien connue, qui a presque 20 ans. On a l'association Résurgence qui agit en numérique et pour l'insertion des jeunes en difficulté avec des formations pour le développement web. On a CEC Artslink qui crée des projets internationaux avec des artistes plasticiens, surtout dans le domaine de l'art visuel. On a l'association Wantanara qui a une fringuerie au rez-de-chaussée qui reverse des fonds pour un orphelinat en Guinée-Conakry. C'est très multiple. Oui, et c'est un peu le but aussi du projet. C'était vraiment d'avoir un peu tout horizon, toutes sortes d'engagements et de réaliser qu'en travaillant côte à côte, en fait, on mutualise des ressources, mais aussi on est amené à se donner des idées. En fait, on porte tous le même ADN associatif et d'entraide, d'engagement social, et on peut faire beaucoup de choses ensemble. Et cette pluralité, elle est née du fait que vous parlez de Arles qui se transforme. Oui. Donc, il se transforme justement en termes de population plurielle. Voilà, c'est par rapport à ça que... Oui, et c'est aussi que récemment, les fondateurs du projet avaient l'impression qu'il y avait beaucoup de néo-arrivants sur Arles, de Paris ou d'ailleurs, qui avaient envie d'impulser des nouveaux projets, des choses qui s'étaient vues à l'international. Et c'est vrai qu'il y a un gros potentiel à Arles, ça bouge, il y a plein de gens nouveaux qui arrivent. Et on voulait être un lieu de rassemblement pour ces gens-là et tout en les incluant dans un quartier qui est particulier, La Roquette, qui est un quartier assez populaire. On voulait faire les choses intelligemment et que ce soit pas que les assos et les entrepreneurs n'arrivent pas avec leurs grosses bottes et voilà, on arrive, c'est nous. Donc voilà, le but c'est de se rassembler, de réfléchir ensemble et de faire les choses intelligemment. Est-ce que vous avez eu des difficultés donc du coup que vous avez peut-être pas dans la création, peut-être dans le fait de fédérer d'avoir des bénévoles, voilà.
Oui, des difficultés, il y en a eu, principalement liées à la crise sanitaire, parce que le bâtiment, il y avait un accord avec le propriétaire pour que ce bâtiment soit consacré à Parade. Il y avait tout un projet de rénovation qui a duré quelques mois après coup. Mais tout a été mis en suspens, tout le monde a été un peu abasourdi par les nouvelles de la crise sanitaire. Donc voilà, c'est évident que pour aller chercher des bonnes volontés et des assos qui veulent travailler ensemble dans un contexte fragile comme ça, c'est particulier. Il faut convaincre, il faut... oui, tout le monde était un petit peu sceptique. Et finalement, c'est aussi une force parce qu'après coup, on réalise qu'après tous ces confinements et toute cette exclusion sociale, on est très heureux d'avoir un lieu comme ça où on se retrouve et où on crée des projets communs. Donc ça a été un vrai problème et aujourd'hui, on réalise qu'en fait, on est une partie de la solution. Donc c'est chouette. Oui, vous voulez répondre? Oui, non, parce que là, ce qui est, je trouve, original et puis très actuel aussi, c'est qu'en fin de compte, l'interassociatif sur lequel nous sommes quelques-uns depuis X années à travailler là-dessus, qu'en fin de compte que là, c'est une réalité où l'interassociatif, à ce moment-là, se met en place pour développer des activités dans le cadre, je dirais, que le social soit de plus en plus présent, quoi. Ouais. Ça, donc à ce moment-là, que l'intergénérationnel en même temps se retrouve aussi. Ça, hein. Et donc là, je trouve ça, un des lieux, je dirais, bon, ça se multiplie actuellement en France, ce qu'on appelle les tiers-lieux. Et à ce moment-là, où il y a différentes activités, où les gens, et en plus avec une structure de coordination, de telle façon que tout ne se perde pas partout, quoi. Ça, je trouve que c'est vraiment original, quoi. Selon votre expérience, Monsieur Legrand, justement, ce type d'association qui collabore comme ça avec plusieurs membres pluriels, plusieurs idées, vous l'avez beaucoup vu ou c'est encore quelque chose qui ne se développe pas vraiment? Alors, c'est quelque chose qui commence vraiment à se développer. Alors, il y avait donc déjà des expériences qui existaient, quoi. Ça, sur Apt ou ailleurs, quoi. Bon, mais c'est quelque chose qui actuellement prend corps. Par rapport à une nécessité d'être complémentaires les uns vis-à-vis des autres. Et notamment au niveau de la vie associative. Alors, là-dessus, j'insiste, mais sur l'alter-associatif, à ce moment-là, où, si on a un projet, à ce moment-là, plutôt de faire appel, je dirais, au secteur de type vraiment commercial, de voir si dans notre proximité associative, il n'y a pas, je dirais, d'autres structures à caractère à but non lucratif qui pourraient à ce moment-là intervenir et qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc les personnes n'ont pas forcément l'automatisme d'aller vers les associations d'abord par manque peut-être de communication, par manque de... Disons que actuellement, grâce à Internet, à ce moment-là, les communications se font de plus en plus. Ça. Donc là c'est là qu'il y a un avantage, quoi. Et puis sinon, il y a des structures comme la maison des associations, où là, ce sont des lieux de rencontres, d'échanges, quoi. Bon. Selon votre expérience, c'est quoi justement la plus grosse difficulté dans le fait de monter une association aujourd'hui? La plus grosse difficulté, c'est que les gens s'imaginent que ça va être compliqué. Oui. Alors qu'en fin de compte, c'est très simple. Ouais. Parce que... Est-ce qu'il suffit d'une idée? Comment? Est-ce qu'il suffit d'une idée? Si elle se fait? Est-ce qu'il suffit d'une idée, d'avoir une idée et d'avoir aussi une autre personne, puisqu'il faut être deux minimum? Non, il faut être au moins deux. Voilà, c'est pas tellement une idée, c'est plutôt mettre en place une action par rapport à un besoin ou un désir que l'on a. Quoi. Bon, si on prend, mettons, un musicien, parce qu'on dans le domaine de la culture, et une chanteuse, qui ont en même temps envie de travailler ensemble, vont dire, tiens, on va mettre en place une petite association, puis à partir du moment où ça prend de l'ampleur, on va dire, on va la déclarer. Parce qu'en plus, si on va avoir des subsides des collectivités locales, des ministères ou des partenaires, tels que la SACEM ou autres, mettons, bon, et à ce moment-là, il faut être en association déclarée.
Donc, mais sinon, au départ, c'est, je dirais, un désir de partager quelque chose, du partage, quoi. Et comment fait-on pour trouver des bénévoles? La question est pour tous les deux. Pour trouver... Lauriane, d'abord. Alors, la force de Parade, c'est le réseau. C'est que, excusez-moi, en étant aussi nombreux dans un même lieu, clairement, on a un réseau de connaissances qui s'entrecroisent. Nous, on a la chance en plus d'avoir des alternants en contrat d'apprentissage. Donc, avec le réseau étudiant, c'est formidable. On accueille des super belles personnes en bénévolat pour nos événements et l'accueil du public, mais aussi pour les aides administratives et numériques, pour tenir la fringuerie de l'association Wantanara. Donc voilà, en fait, les gens rentrent dans le bâtiment, on leur explique un peu le projet, pourquoi on existe, et ils ont 1000 façons de s'impliquer s'ils sont plutôt esprit festif ou plutôt esprit administratif. Il y a toujours quelque chose à faire, donc c'est chouette. Et après, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander, en fait, aussi, faut en parler aux gens du quartier, faut mobiliser les gens, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus impactant que quelqu'un qui vient vous voir en vous disant on a besoin de vous. Donc voilà, ne pas hésiter en termes de communication à solliciter les gens. C'est vrai que d'avoir une personne en face qui dit ça serait bien de s'impliquer directement, le contact humain qui se perd peut-être un peu justement avec l'ère du numérique. Oui. Alors, en complément, il y a aussi, il faut prévoir par rapport aux bénévoles, il y a le bénévole ponctuel, par rapport à une action précise. À ce moment-là, on met en place une petite fête. À ce moment-là, on fait appel à plusieurs bénévoles. Donc à ce moment-là. Puis il y a les bénévoles qui à ce moment-là sont beaucoup plus engagés par rapport à la vie de l'association, où là, ce sont des bénévoles, je dirais, à ce moment-là, presque à temps plein. Ouais. Alors en plus, certains bénévoles ensuite peuvent devenir, je dirais, salariés de l'association. Donc par rapport à l'association qui crée des emplois. Et à ce moment-là, donc les gens sont d'abord bénévoles, et puis ensuite, à un moment donné, s'engagent et peuvent devenir salariés de l'association. C'est la transition à ma question qui suivait. C'était justement, en fait, quelle est la différence entre l'implication d'un bénévole et d'un salarié ? Finalement, puisque la frontière est très poreuse, donc... disons qu'un bénévole est bénévole, celui qui intervient, je dirais, sans contrepartie, quelle qu'elle soit. Donc ça, à ce moment-là, le bénévole intervient gratuitement. Le salarié ou un partenaire, mettons comme auto-entrepreneur ou autre, mais un salarié, il a un contrat, il a une mission qui lui est à ce moment-là déléguée par les gens responsables de l'association, comme tout employeur à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, il a une mission à remplir et en contrepartie, il est rémunéré. Alors que le bénévole, lui, il le fait gratuitement. Ce qui veut dire que par contre, un bénévole, à ce moment-là, peut quitter à l'association ou sa fonction à n'importe quel moment. Oui, il n'est pas engagé. Il n'y a pas d'engagement. Oui. Non. Il y a un engagement moral, mais il n'y a pas, je dirais, de contrat. Est-ce que vous avez des salariés justement chez Parade, Lauriane ? Une salariée que je suis. et en l'occurrence, on a des étudiants en contrat d'apprentissage. Oui, comme vous disiez. Voilà. Et quelle a été la passerelle pour vous de passer bénévole à salarié justement ? Quelle a été cette moi, je suis arrivée vraiment en coordinatrice de l'association. J'ai pas été bénévole auparavant. J'avais un autre emploi. Moi, je travaille dans le milieu associatif depuis plus de 10 ans. Et non, on a cette chance-là d'avoir une ressource pour un emploi salarié. Et je pense que c'est indispensable à ce stade-là, dans un projet quand même assez important comme celui-là, parce qu'il y a un travail de coordination, de gestion des espaces, de communication au quotidien et de travail humain avec tous les résidents qui ne peut pas être intermittent, quoi. Et est-ce que les alternants pourront du coup prétendre à... Peut-être vous allez développer le salariat chez Parade ou c'est le but ? C'est un peu fragile là pour l'instant, mais oui, dans un monde idéal, ce serait formidable. Ça prendrait tout son sens quand même.
c'est évident. Après, je voudrais rebondir sur quelque chose par rapport au bénévolat et aux personnes salariées dans le milieu associatif. C'est quand même très particulier pour des salariés de travailler dans une asso parce que il y a cet engagement, il y a ce pourquoi on travaille. On ne vend pas des chaussures, donc c'est très particulier. On a un temps de travail attribué, mais souvent on le dépasse. Voilà, il y a un vrai engagement au quotidien. On est presque bénévole aussi parce qu'en fait, on en fait toujours beaucoup plus. Et c'est très difficile d'aller mobiliser des gens en bénévolat sans en faire autant, en exigeant autant aussi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment, on pourrait en parler longtemps, mais voilà, je voulais juste le souligner au niveau de l'engagement des salariés. C'est quand même quelque chose. C'est quelque chose dont on ne parle pas assez, peut-être, au point de vue associatif. Oui, non, mais disons que c'est une des choses, notamment par rapport donc, au ministère du Travail aussi. Bon, comme quoi il faut faire attention à ce qu'un salarié, lui, il doit répondre à sa mission de contractuelle avec l'employeur. Mais l'employeur ne peut pas exiger auprès du salarié d'intervenir bénévolement par ailleurs. Et ça, c'est clair et net. Un salarié peut intervenir de lui-même, je dirais, mais en dehors de sa fonction, être bénévole dans une activité au sein de la structure. Mais on peut pas, l'employeur ne peut pas lui obliger le salarié à devenir bénévole par rapport à une activité au sein de la structure dans laquelle il est salarié. Et bien ça, sûr. et ça, c'est important, quoi. Mais moi, ça, alors, par contre, là, c'est tout le rôle, je dirais, soit des gens du conseil d'administration, en sachant que l'association, le pouvoir de l'association, c'est ce qu'on appelle l'assemblée générale. Ce sont tous les membres de l'association qui sont responsables de ce qui se passe au sein de l'association. C'est le collectif. C'est vraiment, c'est vraiment collectif. Oui. Et très souvent après, selon les associations, il y a un conseil d'administration et un bureau, mais qui sont eux délégués pour mettre en place ce qui a été décidé par tous les membres de l'association. Ça. C'est important de voir cette dimension collective. Totalement. Je vous remercie infiniment pour votre participation. Merci à vous. Et je remercie également nos spectateurs et je vous invite à nous retrouver pour l'émission de 14h qui sera sur Point de vue d'association. Nous allons recevoir une sélection, un panel d'associations diverses. Merci et à très vite. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.